Merci à l'asso PEA pour m'avoir proposé d'intervenir sur ce sujet. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la gestion des milieux naturels en prenant un petit peu comme exemple la gestion des forêts, parce que c'est un milieu que je connais un petit peu. Il se trouve que... Alors, je n'ai pas vraiment de légitimité, en fait, par rapport au sujet que je vais aborder ce soir. C'est plus le fruit de mes réflexions en tant que militant et de mes lectures au cours de ces dernières années. Il se trouve que depuis 2 ou 3 ans, suite à une reconversion professionnelle, j'ai été amené à bosser dans la forêt. Et c'est vrai qu'en milieu forestier, on est confronté à quelques problèmes qui me semblaient aller un peu, qui allaient un peu en opposition avec mes convictions animalistes. Donc j'ai dû me poser la question, comment est-ce que je peux continuer comment je peux concilier mes convictions antispécistes par rapport à ces problèmes rencontrés. Donc voilà. Alors, ça défile ou pas? Là, c'est bon? Alors, avoir une approche non spéciste de la gestion d'une forêt, qu'est-ce que ça signifie? Tout d'abord, je vais revenir sur quelques fondamentaux qui sont sans doute évidents pour la plupart d'entre vous. Donc d'abord, de définir ce qu'est le spécisme. Alors ici, j'ai pris la définition que j'ai trouvée sur le site de David Olivier. C'est une définition que j'aime bien, que j'utilise souvent, mais c'est vrai qu'elle est un petit peu restrictive. Il y en a qui diraient que c'est plutôt ce qu'on appelle du spécisme direct. Donc c'est l'idée selon laquelle l'espèce d'un être constituerait en soi un critère éthique pertinent. C'est-à-dire que pour savoir de la façon dont on doit traiter un individu, on va regarder uniquement l'espèce à laquelle il appartient, indépendamment de toute autre caractéristique. En opposition à ça, donc on définit l'antispécisme comme l'idéologie qui combat ou qui réfute cette idée du spécisme. Pour moi, il y a vraiment cette idée de réfutation et de lutte contre le spécisme. C'est pour ça aussi que j'aime bien l'expression du non-spécisme, tout simplement le fait d'essayer de réfléchir en s'abstenant de voir en l'espèce d'un être pris en soi un critère éthique qui serait valable. Je vais pas refaire ce soir, évidemment, la démonstration de la validité du spécisme. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet, il y avait par exemple François Jacquet qui avait fait une très bonne conférence sur le sujet l'année dernière. Donc une fois qu'on considère que l'appartenance d'espèce n'est pas un critère valable de discrimination, n'est pas un critère pertinent, on peut se demander quel critère non spéciste choisir quand on veut traiter de la manière dont on doit agir sur un milieu naturel. Alors en réalité, il y a différentes approches non spécistes. Il y en a certaines qu'on qualifierait un petit peu d'approches environnementales ou environnementalistes, qui sont assez courantes, même si on ne les appelle pas forcément par ce nom-là. Je pense notamment au biocentrisme. Alors le biocentrisme, c'est un courant qui a été fondé par Paul Taylor au XXe siècle, qui, plutôt que de prendre en compte le critère d'espèce, va prendre en compte le critère de la vie. Donc c'est une éthique très individualiste, qui est basée non pas sur la notion d'espèce, mais sur la notion de vivant. Paul Taylor considérait que les êtres vivants sont des fins en soi, parce qu'ils développent des stratégies leur permettant de se valoriser eux-mêmes, de se maintenir dans l'existence, sans autre but que cette existence elle-même, et qu'il existerait donc un vouloir vivre universel qui incite au respect. Et que les êtres vivants seraient capables d'attribuer des valeurs positives ou négatives aux choses. Ainsi, la plante aime le soleil. Donc voilà, il y a vraiment cette notion de vouloir vivre qui devrait impliquer une considération envers tous les êtres vivants qui veulent tous vivre. Donc, cette notion de vouloir vivre universel, évidemment, elle peut être remise en question, parce qu'on peut se demander qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'une bactérie, par exemple, a vraiment une volonté de vivre? Est-ce qu'une fougère a une volonté de vivre? Il semble qu'il y a quand même une bonne confusion entre la notion de vivant et la notion de sentience, qu'on va aborder un peu plus tard. Et puis il y a aussi la question de la frontière de la vie. Au final, on sait que la vie, c'est quelque chose d'assez mal défini. Par exemple, on sait que les végétaux, les animaux sont des êtres vivants. Il y a des individus comme les virus, par exemple, où il n'y a pas vraiment de consensus scientifique sur le sujet. Et du coup, un des problèmes aussi de ce biocentrisme, c'est que ça peut revenir à mettre un peu sur un pied d'égalité la considération qu'on apporte à tous les êtres vivants. Ne serait-ce que pendant la crise sanitaire, par exemple, j'avais entendu un philosophe dont j'ai perdu le nom, qui disait qu'il fallait qu'on apprenne à vivre avec le coronavirus, parce que le coronavirus, finalement, c'est un virus, c'est un être vivant qui a le droit à un minimum de considération morale, et que du coup, en vertu de ça, on devrait s'abstenir de vouloir éradiquer à tout prix le coronavirus, par exemple.
Donc voilà, il y a ce problème de conflit d'intérêts qui revient souvent dans le biocentrisme. Et pourtant, c'est quelque chose qui revient souvent chez beaucoup de gens, notamment médiatisés, et des gens qui se revendiquent de l'antispécisme, parce que finalement, vu qu'on ne se base pas sur le critère d'espèce, ça reste un courant de pensée qui n'est pas spéciste. On peut penser à Émeric Caron, par exemple, qui est très axé comme ça sur cette notion du vivant, à tel point qu'il en a fait un titre pour son livre, où il disait notamment, bah voilà, l'Homo sapiens a entrepris de détruire tout ce qui vit sur cette planète. La défense du vivant s'impose comme la priorité politique et philosophique absolue. Ce concept du vivant serait vraiment l'alpha et l'oméga. On peut penser à Aurélien Barraud aussi, qui a souvent une rhétorique également très vitaliste, avec des expressions comme la vie sur Terre est en train de mourir, les vivants non humains. J'ai rarement entendu Aurélien Barraud parler des animaux non humains. On est toujours dans les vivants non humains. Il faut établir un pacte avec le vivant sous toutes ses formes. Donc pour moi, c'est une approche non spéciste que je ne défends pas, parce que je trouve qu'elle a beaucoup de failles, et notamment une moindre prise en compte finalement des intérêts des animaux, vu qu'on a tendance un petit peu à tout niveler. On peut aussi citer le courant écocentriste. Donc ça a été fondé par Aldo Léopold au début du XXe siècle, qui était justement un forestier. C'était un passionné de sylviculture et de forêt. C'était aussi un passionné de chasse et de pêche. Donc encore une fois, c'est la preuve qu'on peut avoir des courants de pensée qui ne sont pas spécistes, et qui ne respectent pas forcément les intérêts fondamentaux des animaux. Donc l'écocentriste, donc là, on n'est pas sur une éthique individualiste, on est sur une éthique holiste, qui est basée sur la notion de communauté biotique. Donc la communauté biotique dans un écosystème, par exemple forestier, c'est l'ensemble des êtres vivants et non vivants qui vivent en interdépendance dans une même région. Donc dans la forêt, vous allez avoir les arbres, les animaux, les champignons, les cailloux, les rivières, en fait, tout ça, c'est ce qui va fonder la communauté biotique. Et selon l'écocentrisme, on considère qu'une chose est juste si elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de cette communauté biotique, et qu'elle est juste dans le cas inverse. Donc, le principal problème de ce courant-là, c'est la négation, on est vraiment sur de la négation totale en fait, des intérêts de chaque individu qui compose la communauté biotique. On cherche vraiment à préserver l'intégrité, la stabilité d'un écosystème. Alors, à sa décharge, au début du XXe siècle, on avait des connaissances en écologie qui étaient très différentes d'aujourd'hui. On pensait que les écosystèmes tendaient naturellement vers une forme de stabilité et d'équilibre, et que quand l'homme intervenait en faveur d'un déséquilibre, du coup, c'était forcément une mauvaise chose. Bon, en fait, cette notion d'équilibre des écosystèmes, c'est une notion qui est très dépassée. Aujourd'hui, on sait que les écosystèmes peuvent être dans une sorte de pseudo-équilibre durant un assez court terme, mais qu'en fait, elles subissent régulièrement des perturbations, des déséquilibres qui les amènent d'un état à un autre. Du coup, cette définition a été un petit peu retravaillée, et maintenant, on dit qu'une chose est juste lorsqu'elle ne tend à perturber la communauté biotique qu'à des échelles temporelles et spatiales normales. C'est à définir ce que ça veut dire que l'échelle temporelle et spatiale normale. Un exemple dans l'actualité récente, c'est par exemple la rivière McPee au Canada. C'est le premier, je ne sais pas si on peut dire individu, mais la première chose non vivante qui a obtenu le statut de personnalité juridique. Je crois qu'à la base, c'était pour lutter contre la construction d'un barrage sur cette rivière. Parce que on considère qu'il est immoral d'intervenir pour déstabiliser cet écosystème de la rivière McPee. Mais dans le même temps, on a tout à fait le droit de pêcher dans cette rivière. Donc ça revient encore une fois à accorder des droits à une communauté, à un écosystème, mais tout en niant les droits les plus fondamentaux des animaux qui vont composer l'écosystème. On pourra en citer d'autres. Il y a par exemple l'écoféminisme, l'écothéologie qui est basée plutôt sur des principes religieux. Moi, ce soir, je vais plutôt défendre l'éthique utilitariste, qui est, je pense, l'éthique la plus courante en éthique animale. Donc, c'est une éthique qui prescrit d'agir ou de ne pas agir, de manière à maximiser le bien-être collectif de l'ensemble des êtres sensibles et affectés. Donc, on considère qu'une chose est juste si elle permet d'augmenter le bien-être ou de minimiser la souffrance des êtres sensibles et affectés.
Donc, le fondateur de ce courant de pensée, bon, on parle souvent de Jérémy Bentham, hein, du XVIIIe siècle. Donc là, on est sur une éthique individualiste, comme le biocentrisme, sauf qu'on ne va pas se baser sur la notion de vivant et de mort, mais plutôt sur les notions de bien-être ou de souffrance. Et donc, la question qu'on doit se poser dans cette éthique-là, c'est qui sont les êtres sensibles et affectés? Donc, en fait, quels individus méritent notre considération morale? Autrement dit, dans un écosystème forestier où on a des arbres, des fougères, des champignons, des insectes, des mammifères, lesquels de ces individus ont droit à une considération morale? Qui est-ce qu'on doit prendre en compte? Donc c'est là qu'on peut introduire la notion de sentience. Donc la sentience, on la définit comme la capacité d'éprouver des choses de manière subjective, donc de la douleur, du plaisir, des émotions, d'avoir des expériences vécues, une conscience phénoménale. Et donc, pour déterminer quels individus possèdent une sentience, on peut s'appuyer sur différents indices. Donc, il y a notamment les indices neurologiques. Généralement, on considère que pour qu'un individu soit sentient, il faut qu'il possède au minimum un système nerveux central d'une certaine complexité, un certain nombre d'interconnexions neuronales, la présence de zones spécifiques dans le cerveau qui vont lui permettre de gérer la douleur, le plaisir, les émotions. On a aussi les indices comportementaux. Est-ce que l'individu, est-ce qu'il y aura une influence de la douleur ou du bien-être sur le comportement de l'individu? Est-ce qu'il va manifester de la déception, rechercher du bien-être? Et il y a aussi des indices évolutifs, c'est-à-dire qu'il y a certains individus, certaines espèces, où, du point de vue de la théorie de l'évolution, de la sélection darwinienne, on a beaucoup de mal à comprendre pour quelles raisons ils auraient développé une sentience au cours de leur histoire évolutive. C'est le cas notamment de tous les êtres qui sont immobiles. Parce que finalement, ce qui apporte la sentience du point de vue d'un avantage sélectif, c'est de pouvoir éprouver du stress, de l'angoisse, de la peur. Donc ça, c'est des émotions très négatives, mais qui permettent d'échapper à des prédateurs, de s'enfuir. Donc ça, c'est des choses qui plaident en faveur d'une sentience chez les animaux mobiles, et qui plaident en défaveur de la sentience chez les végétaux. Alors, si vous voulez plus d'informations sur le sujet, je vous renvoie à un très bon article qui est paru dans The Conversation par François Jacquet, Martin Gibert et Valérie Giroux il y a 2 mois, où ils expliquent très bien en quoi la sentience est vraiment le critère de choix pour déterminer envers qui on a des devoirs moraux. Alors, habituellement, généralement, on considère que la plupart des animaux sont sentients, les mammifères, les oiseaux, les êtres humains, à l'inverse des végétaux, donc voilà, que ce soit des arbres, des herbacées, des champignons qui seraient non sentients, avec une frontière un peu floue entre les deux, avec le règne des arthropodes, où la question est un peu plus délicate. Donc on peut en conclure que dans les processus décisionnaires, quand on veut agir dans un écosystème forestier ou dans un milieu naturel, il faut prendre en compte les intérêts des animaux sentients, mais les végétaux n'ont pas forcément d'intérêt en soi. C'est-à-dire que, alors, on peut très bien dire que c'est une mauvaise chose, par exemple, de couper un arbre magnifique, si ça nous apporte du plaisir de le regarder, de l'admirer, etc. Ou si jamais il y a des animaux comme des oiseaux qui ont leur habitat sur cet arbre-là, ça pourrait avoir des conséquences secondaires sur les animaux sentients. Mais les végétaux, on ne doit pas leur accorder de considération morale en soi. Malgré ça, depuis quelques années, la sentience végétale est quelque chose qui est quand même très à la mode. On a pléthore d'articles qui sortent sur le sujet, comme quoi des scientifiques auraient révélé l'intelligence, la sensibilité des plantes. Les arbres ont des sentiments, se font des amis, se surveillent comme des vieux couples. Ou selon cet ingénieur forestier, les arbres ont des sentiments et communiquent entre eux. Alors, il me semble que cette hypothèse-là, la plupart du temps, elle repose sur une confusion entre ce qu'on vient de définir comme la sentience et ce qu'on appelle plutôt la sensibilité, qui est juste la réponse à un stimuli. Par exemple, un exemple qui est souvent donné par les défenseurs de la sentience végétale, de l'éthique végétale, c'est l'exemple des koudous et des acacias. Donc le koudou, c'est cette espèce d'antilope là sur cette photo. L'acacia fait partie de son régime alimentaire, c'est quelque chose qu'il adore goûter.
Et en fait, quand un koudou se met à brouter un acacia, l'acacia va avoir une réponse à ce stimuli et va augmenter la concentration en tanin dans les feuilles qui sont broutées. Et cette augmentation de la concentration en tanin va donner un goût plutôt ignoble aux feuilles. Et du coup, le koudou va arrêter de manger, va s'éloigner et va brouter un autre acacia. Et en plus de cette réponse-là, l'acacia qui est attaqué va émettre de l'éthylène. Donc l'éthylène, c'est un tout petit gaz qui est très volatile. Et l'éthylène va être capté par les autres acacias alentours et va être interprété comme un signal de danger. Et du coup, tous les acacias dans un périmètre proche vont à leur tour se mettre à augmenter leur concentration en tanin dans leur feuillage. Donc quand on voit ça, donc on a vraiment ce double mécanisme de défense individuelle, plus les arbres qui préviennent leurs congénères alentours, intuitivement, ça donne vraiment l'impression que l'acacia a une volonté de se protéger, qu'il a une volonté de défendre ses amis, sa famille à côté de lui. Mais en réalité, on n'a pas besoin de cette hypothèse-là. On n'a pas besoin de l'hypothèse de la sentience et des émotions subjectives des acacias pour expliquer ce genre de phénomène. Ce sont des phénomènes adaptatifs qui peuvent très bien s'expliquer juste par la théorie de l'évolution, de par la sélection darwinienne, que voilà, ce sont des mécanismes qui sont apparus au hasard de l'évolution et qui ont apporté un avantage sélectif tellement énorme qui sont restés et voilà, et qui nous donnent cette impression de sentience aujourd'hui. Pour plus d'informations sur le sujet, je vous renvoie encore vers un autre article qui est paru l'an dernier dans la Morse de Malou Amselek, qui s'appelait Aux fraises aux plantes, où il revient sur cette confusion entre la sentience et la sensibilité de manière beaucoup plus développée. C'est un sujet qui est quand même très à la mode, notamment grâce à Peter Wohlleben. C'est un ingénieur forestier allemand qui a été très médiatisé parce qu'il a sorti un livre qui s'appelle La vie secrète des arbres, ce qu'ils ressentent, comment ils communiquent, et qui s'est beaucoup vendu. Il s'est vendu à plus de 700 000 exemplaires en Allemagne, 300 000 en France, donc il a largement dépassé le million de ventes. Et donc c'est un livre dans lequel Peter Wohlleben vraiment anthropomorphise à outrance tout ce qui se passe dans la forêt. Et alors, bon, beaucoup disent que c'est un conte philosophique, etc., et qu'il ne faut pas le prendre comme un ouvrage de vulgarisation. Mais en fait, quand on regarde un peu les propos de Peter Wohlleben, il est vraiment très sérieux quand il parle de la souffrance des arbres, où il a notamment dit ceci, que la plantule de chêne engloutie par un cerf souffre et meurt, comme souffre et meurt le sanglier égorgé par un loup. Donc, moi, c'est là où je vois le danger, en fait, parce qu'on pourrait se dire, bon, c'est pas bien grave que les gens croient en une sentience des arbres, mais en fait, ça peut vite aboutir à un relativisme au détriment de la souffrance réelle des êtres sentients. Là, on met vraiment sur le même plan la souffrance d'un petit plant de chêne qui est mangé et la souffrance d'un sanglier qui est déchiqueté vivant par un loup. Et donc voilà, donc ça amène derrière, évidemment, à défendre des pratiques comme la chasse, etc. Voilà, donc en combinant l'éthique utilitariste avec cette notion de sentience, on en arrive à ce qu'on peut appeler un utilitarisme sentientiste, qui est, de mon point de vue, l'éthique la plus rationnelle et cohérente, qui est une éthique qui prescrit d'agir de manière à maximiser le bien-être collectif de l'ensemble des animaux sentients, humains et non humains. Donc une chose est juste lorsqu'elle permet d'augmenter le bien-être ou de minimiser la souffrance des animaux sentients. Et donc là, le point qui est vraiment important, contrairement à l'écocentrisme, c'est vraiment de considérer les animaux non humains qui vivent dans un écosystème comme des individus à part entière, et non pas comme les rouages d'un écosystème dans lequel on devrait agir pour que l'écosystème tourne bien, quoi. Donc c'est ne pas confondre les individus et les espèces et ne pas nier l'individualité des animaux sentients au profit de l'espèce à laquelle ils appartiennent. Ça, c'est quelque chose qui est fait régulièrement par les écologistes et notamment aussi par les chasseurs qui se réclament de l'écologie. Parce que du point de vue d'un chasseur, par exemple, il va vous dire, voilà, si dans cette forêt, cette année, on tue par exemple 50 chevreuils et que dans le même temps, on a 50 jeunes chevreuils qui arrivent à maturité sexuelle, et ben en fait, du point de vue de l'espèce, tout va bien. L'écosystème tourne bien, la population de chevreuils est stable, et donc il ne va pas forcément voir le problème.
Alors que dès qu'on arrête de raisonner en termes d'espèces et qu'on se concentre sur le problème de l'individu, bah, bon, là, on comprend bien que les individus ne sont pas interchangeables entre eux, quoi. Alors, quand on parle de la gestion des milieux naturels et notamment des milieux forestiers, un mot qu'on entend souvent, c'est la régulation. Donc, c'est un sujet que je vais un petit peu aborder ce soir. Enfin, je vais en aborder une partie, un petit peu voilà, de ce que je connais. On va essayer de voir sur quoi repose réellement cet argument de la régulation. Est-ce que ce sont des choses qui sont valides ou qui sont un petit peu exagérées? Est-ce qu'il y a un réel besoin de régulation dans certains milieux? Et dans le cas où la réponse est oui, en quoi on peut réussir à combiner ça avec une éthique utilitariste et scientiste? Donc la régulation, c'est évidemment l'argument numéro 1 des chasseurs. Et c'est surtout un sujet qui est hyper polarisant. Enfin, voilà, on n'a qu'à voir, dès qu'on aborde ce sujet sur les réseaux sociaux, ça se polarise très vite avec d'un côté les chasseurs voilà, pour qui il faut tout réguler, il faut tout tuer, etc. Bon, je vais caricaturer un peu, mais parfois pas tant que ça. Et puis d'un autre côté, les animalistes qui vont avoir une position de principe où ils vont dire bah non, c'est un fait que la régulation c'est un mythe, il n'y a pas besoin de réguler, etc. Et c'est vrai que bah, en tant qu'animaliste, en tant qu'antispéciste, quand on veut défendre les intérêts des animaux, bah, forcément on est très 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 motivé à ne pas vouloir croire certains arguments qui pourraient être en faveur d'une nécessité de régulation. Donc voilà, peut-être qu'il y a une vérité qui est un petit peu nuancée. Donc c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, là, je vais vraiment... Alors, je vous rassure, là, mon propos, c'est pas du tout de défendre la chasse. Bon, hein, on est entre gens de bonne compagnie. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que voilà, au moins 95% de la chasse est totalement inutile, que un quart des animaux chassés sont des animaux d'élevage, que la plupart des animaux chassés sont des oiseaux migrateurs, des canards, des bécasses, etc. Et que le principe de régulation dans ces cas-là n'a aucun sens. Donc là, je vais me concentrer vraiment sur quelques espèces où factuellement, voilà, on peut dire qu'en effet, certaines espèces peuvent poser des problèmes dans les milieux forestiers. Alors rapidement, bon, une petite introduction sur la forêt. La forêt en France, c'est 31% du territoire, hein, quasiment un tiers. 168 000 km² de forêt. Et en fait, la quasi-totalité de ces forêts sont des forêts de production, dans lesquelles la motivation première, c'est quand même de faire de la sylviculture et de produire du bois dans l'intérêt des humains. Donc, à l'exception de la Guyane, hein, qui est le département le plus boisé de France, mais en France métropolitaine, on n'a aucune forêt primaire. On n'a aucune forêt qui est voilà, préservée depuis des siècles. Toute la forêt est totalement façonnée par les humains. Ça fait 2000 ans, 3000 ans qu'on intervient en permanence dans les forêts. Parce que là, on a aussi souvent cette illusion un petit peu de naturalité de la forêt. On a l'impression que c'est un milieu, entre guillemets, plus naturel ou plus sauvage que des milieux comme les prairies ou les champs. Alors qu'en réalité, l'interventionnisme humain, il est le même, quoi. Donc, bon, rapidement, si on regarde un petit peu la façon dont les forêts sont gérées en France, il y a plusieurs manières de gérer les forêts. Ici, je vous ai mis le cycle d'une production, ce qu'on appelle en futaies régulières. Les futaies régulières, c'est les forêts où globalement tous les arbres ont à peu près le même âge. Donc, c'est des forêts qui parfois ont été plantées ou qui ont été régénérées naturellement, dans lesquelles on va faire tout un tas de travaux d'entretien, des éclaircies au cours du temps, jusqu'à obtenir un peuplement mature. Donc ça, c'est des cycles qui sont plus ou moins longs. Bon, si vous prenez des essences résineuses comme l'épicéa ou le sapin, on va être sur des cycles de production assez courts. Alors quand je dis assez court, ça peut être 50, 60, 70 ans. Pour des essences feuillues comme du chêne, par exemple, on sera plutôt sur des cycles de production d'environ 150 à 200 ans. Donc voilà, c'est quand même supérieur à la vie d'un être humain. Et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est cette phase-là, c'est la phase de régénération de la forêt. Quand un peuplement est arrivé à maturité, qu'on coupe des arbres pour pouvoir les exploiter, les valoriser, il faut régénérer la forêt derrière. Alors, il y a plusieurs manières de faire. Soit on réalise des coupes rases des forêts, donc on coupe tout à blanc et ensuite on replante. C'est la méthode un peu bourrin qu'on évite de faire. Il y a des méthodes plus douces, ce qu'on appelle la régénération naturelle, c'est-à-dire qu'on va seulement
couper une partie des arbres de la parcelle, 20%, 30% des arbres, et les arbres restants, ils vont fructifier. Donc ils vont produire voilà, des fruits forestiers qui vont tomber sur le sol, qui vont germer, qui vont donner naissance à de nouvelles pousses, des nouveaux arbres, et ensuite on va travailler en faveur de cette régénération pour repartir sur un nouveau cycle et pour garder un état forestier, quoi. Et alors c'est à ce moment-là qu'on peut avoir quelques soucis avec certains animaux. Alors je m'excuse, les photos que je vais présenter là, c'est des photos qui ont été scannées. Donc la qualité n'est pas superbe. On a notamment ce qu'on appelle le phénomène d'abrutissement. Donc ça, qui est causé par les cervidés, donc les cerfs et les chevreuils. Donc ils s'observent voilà, sur vraiment, toutes les parcelles en régénération. Ce sont des animaux qui, dont le régime alimentaire est constitué notamment de bourgeons, de jeunes pousses, de rejets, et qui vont pouvoir brouter jusqu'à 1,20 m pour le chevreuil, jusqu'à 1,80 m pour le cerf. Et donc cet abrutissement, ça va avoir comme conséquence une absence, ça peut aller jusqu'à une absence de régénération totale de la forêt, un retard de croissance, des déformations des arbres, des épuisements des souches, jusqu'à leur mortalité s'ils sont abrutis plusieurs années de suite. Donc, par exemple, ici, vous pouvez voir une blessure sur un arbre par un cervidé. Donc vous avez un aspect très déchiqueté comme ça qui est caractéristique. Et vous pouvez aboutir à ce genre de choses. Par exemple, à des chênes qui, tous les ans, le bourgeon terminal est abruti. Du coup, chaque année, il va essayer de repartir un petit peu dans tous les sens. Il va se faire abrutir chaque année. Et du coup, on obtient comme ça des arbres avec un aspect très buissonnant. Là, on est sur un chêne qui a plusieurs dizaines d'années, mais qui fait seulement 1,50 m de hauteur, quoi. Pareil, là, vous avez un hêtre avec un aspect très buissonnant comme ça à cause d'abrutissements répétés. C'est également vrai sur les résineux. Là, vous avez ici un Douglas. Là, alors, on a quelque chose de très typique avec un épicéa qui a initialement un aspect très buissonnant parce qu'il s'est fait bouffer plusieurs années de suite, donc il n'arrivait pas à pousser, jusqu'au moment où le bourgeon terminal a réussi à se hisser hors de portée des chevreuils et des cerfs et qu'il a enfin commencé à croître. Et donc, ce qui peut se passer assez rapidement quand vous êtes dans des forêts comme ça avec une pression très importante des cerfs ou des chevreuils, c'est que vous avez un peuplement avec une strate arborée qui est très développée, des arbres qui sont en bonne santé, mais quand vous regardez dans les 2 mètres au-dessus du sol, il n'y a absolument rien. C'est totalement stérile, il n'y a aucune végétation en sous-étage, aucune régénération de la forêt. Et donc là, ça pose vraiment la question, quand vous êtes sur ce genre de peuplement, le jour où les arbres seront coupés, comment est-ce qu'on régénère ça? Est-ce que la forêt va disparaître? Enfin, voilà. On peut très bien s'en rendre compte aussi quand on met en place des petits enclos comme ça au sein d'un peuplement, c'est-à-dire on fait un petit enclos pour empêcher les animaux de pénétrer dans un certain périmètre. Ça permet de comparer ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de l'enclos. Donc là, on voit à l'intérieur un espace hyper riche en végétation, en sous-étage, avec beaucoup d'arbres qui se régénèrent ici. Et à l'extérieur de l'enclos, qui est donc l'espace qui est disponible pour les animaux, on n'a absolument rien. Donc là, c'est très flagrant sur ce genre de photos. Donc ça, c'était pour l'abrutissement. On a aussi l'écorçage. Donc ça, ce sont des animaux comme les cerfs et les daims qui se nourrissent directement de l'écorce. Donc pareil, ça a des conséquences. Alors c'est assez visible, hein. Vous avez comme ça des blessures qui sont très nettes. Vous pouvez avoir des traces d'incisifs parallèles sur les troncs. Donc ça va aussi occasionner une altération de l'arbre, un affaiblissement. L'arbre va être exposé beaucoup plus facilement aux infections, aux champignons. Là, sur des épicéas comme ça, vous pouvez voir des coulées de résine, des pourritures, et puis ça peut aller jusqu'à la casse de l'arbre, hein, si l'arbre est vraiment trop affaibli. Vous avez également des frottis. Donc ça concerne les cervidés mâles uniquement, puisque ce sont les seuls qui ont des cornes, donc qui vont venir se frotter, ici vous pouvez voir du frottis sur des merisiers, sur du Douglas, de manière à marquer leur territoire. Donc là encore, ça peut aboutir à des dessèchements totaux des tiges, voire des cassures.
Ici, vous avez un peuplier qui avait même été protégé, parce que oui, il existe des protections individuelles des arbres pour éviter ce genre de choses, des protections métalliques. Et malgré ça, ici, ça n'a pas suffi. Donc voilà, vous avez un peuplier ici qui est mort d'un frottis. Pareil, un saule frotté, un pain frotté. Ça, c'est pour les cervidés. On a aussi les sangliers qui ont des impacts assez importants. Parce que bon, le régime alimentaire du sanglier, c'est des fruits forestiers, des glands, des faines, des châtaignes, des vers, des larves, des racines, donc tout ce qui se trouve dans le sol. Et donc, les sangliers passent leur temps à fouiller le sol, donc à fouiller, à tout retourner. Parfois, d'une telle profondeur qu'ils vont carrément déchausser des arbres comme ça. Évidemment, ça met aussi en péril, comme l'abrutissement, la régénération des forêts. Les sangliers aussi, ils aiment beaucoup se rouler dans la boue pour réguler leur température, pour se soigner des parasites. Et ensuite, vu que c'est des animaux très propres, contrairement à ce qu'on pense, ils vont se frotter sur les arbres pour se débarrasser de la boue. Et ça, c'est quelque chose qui peut entraîner aussi la mort de l'arbre. Donc voilà, donc dans le milieu forestier, on a quelques espèces comme ça qui peuvent poser problème à l'écosystème. Donc voilà, les cerfs, les chevreuils, pour tout ce qui est abrutissement, écorçage, frottis, les sangliers avec les affouillements, les piétinements, donc qui peuvent mettre en danger le renouvellement de la forêt. Donc dans ce cas-là, on parle d'un déséquilibre sylvo-synégétique. Alors j'aime pas trop ce mot-là parce que synégétique, ça vient du grec synégétikos, je crois, qui définit tout ce qui se rapporte à la chasse et aux chasseurs. Donc en fait, ça signifie un déséquilibre entre les arbres et la chasse, d'une certaine manière. Mais bon, on peut définir l'équilibre sylvo-synégétique comme le stade de la forêt où les populations d'herbivores et omnivores permettent une régénération naturelle et durable de la forêt. D'après un rapport récent de l'Office national des forêts, il y aurait environ 34% des forêts domaniales, donc un tiers, qui présentent des densités de population animale qui sont incompatibles avec la capacité d'accueil du milieu. Alors les forêts domaniales, c'est uniquement les forêts publiques qui sont gérées par l'État, donc c'est qu'une petite partie des forêts françaises, mais bon, je pense qu'on peut raisonnablement étendre ce chiffre à la majorité des forêts françaises qui sont soit dans un état dégradé, où le renouvellement de la forêt est réellement mis en cause, soit dans un état, on va dire, compromettant ou préoccupant, quoi. Compromis. Donc ça s'explique par une explosion démographique des animaux dans les forêts depuis quelques temps. Si on regarde par exemple, on va se concentrer sur le cas du chevreuil. Alors ça, c'est l'évolution des tableaux de chasse. Donc des animaux qui ont été tués chaque année. Donc ça ne représente pas exactement la population d'animaux en forêt. Mais étant donné que les plans de chasse sont réalisés à partir de la pression qu'on observe des animaux sur l'environnement, on peut estimer raisonnablement que les tableaux de chasse sont plus ou moins proportionnels à la réelle population qui est en forêt. Donc, par exemple, pour le chevreuil, en 87, on avait environ 120 000 chevreuils qui étaient tués chaque année en France. Aujourd'hui, on est à près de 600 000, la population a fait x5, sachant qu'on on estime la population de chevreuils en France à environ 1,5 million. Donc ça fait quand même un tiers des chevreuils qui sont tués chaque année en France. C'est absolument énorme. Alors, à quoi est due cette explosion de population? Donc, il y a différentes raisons. Déjà, le chevreuil, de base, ce n'est pas une espèce qui est particulièrement endémique à la France. D'ailleurs, c'est une espèce qui avait quasiment disparu au début du XXe siècle. Et aujourd'hui, qui progresse parce que déjà, on a éliminé tous les prédateurs non humains, donc les lynx, les loups, qui étaient des prédateurs naturels des chevreuils. On a des plans de chasse qui ont favorisé la croissance démographique, contrairement à ce qu'on pense. En fait, à l'époque, au début du XXe siècle, il y avait tellement peu de chevreuils qu'au début, les plans de chasse ont été mis en place justement pour éviter que les chasseurs en tuent trop et pour que la population puisse croître. Et donc aujourd'hui, on a un peu ce double jeu des chasseurs où d'un côté, ils affirment qu'ils doivent chasser pour réguler la population, et en même temps, ils font attention à ne pas trop en tuer non plus, ou à ne pas tuer des femelles gestantes, pour assurer quand même un renouvellement de la population et garder une certaine pression sur l'environnement.
Bon, on a aussi une diminution du nombre de chasseurs. Là, j'ai mis un point d'interrogation parce que je ne suis vraiment pas sûr que ça ait un rôle dans cette croissance démographique. Donc voilà, on a une croissance de la population malgré cette pression énorme qui est mise de la part des chasseurs. Si demain on décidait d'interdire la chasse du jour au lendemain, qu'est-ce qui pourrait se passer? Si les chevreuils avaient une quantité de nourriture suffisante, qui n'ait pas de prédation, qu'elle soit humaine ou non humaine, et qu'ils ne soient pas confrontés à des hivers difficiles, donc pas de mortalité pendant l'hiver. Donc, autrement dit, si le bien-être des chevreuils était relativement assuré, parce que pour moi, bon, ne pas se faire tuer, avoir à manger et ne pas avoir froid, on va dire, c'est un peu le minimum du bien-être acceptable. On estime que la population de chevreuils doublerait tous les 3 ans. Alors, à partir de ce moment-là, on peut se dire, en tant qu'antispéciste, en tant qu'utilitariste, oui, mais et alors? C'est la première objection qui vient. Finalement, les problèmes liés à la surpopulation qu'on vient d'aborder n'ont d'impact que sur les humains et que sur les écosystèmes. Et on a vu tout à l'heure que l'écocentrisme n'était pas forcément l'éthique la meilleure à adopter, et que ce qui nous intéressait, c'était les individus. Alors à ça, on peut répondre que en fait, les conséquences d'une surpopulation de chevreuils, il y a des conséquences pour eux-mêmes. C'est-à-dire que si la pression sur leur environnement est beaucoup trop forte, à un point tel qu'on met en danger la régénération des forêts, c'est qu'il y aura une dégradation de leur milieu de vie, qu'au bout d'une certaine quantité de population, il y aura forcément un manque de nourriture, donc les chevreuils pourront être confrontés à la famine. Une situation de promiscuité forcée, avec une augmentation de la taille des cheptels. Plus les cheptels s'agrandissent, plus ils vont être sensibles aux maladies parasitaires et aux zoonoses. Donc, tout ce qui est anaplasmose, strongylosis, c'est des maladies parasitaires qui sont communs aux chevreuils. On peut aussi penser à l'infestation par les tiques, qui sont des vectrices de pathologies et de zoonoses qui vont se propager beaucoup plus rapidement. Donc je pense que si du jour au lendemain on interdit la chasse, il est possible que d'autres processus de régulation se mettraient en place, alors pas tout de suite, peut-être un peu plus sur du long terme, et qu'elles soient au moins, voire plus douloureuses que la régulation actuelle par les humains. Donc on peut se poser la question, est-ce que la chasse des animaux serait un mal nécessaire? Alors je pense que pour répondre à cette question-là, en restant dans un cadre utilitariste, sentientiste, il faut prendre 2 cas de figure différents. Le premier cas de figure, c'est quelle position nous on doit avoir par rapport à ça dans la société actuelle en 2021, qui est une société horriblement spéciste, où les animaux sont tués par milliards tous les jours. Et dans le deuxième cas de figure, comment on se positionne par rapport à ça sur du long terme, dans l'objectif de vivre dans une société post-spéciste. Donc, dans le premier cas, si on considère la situation actuelle en 2021 dans une société spéciste, donc là, ici, je vous ai mis le tableau de chasse de la saison 2017-2018. Donc, si on regarde un petit peu que les 3 espèces dont on vient de parler, les cerfs, les chevreuils, les sangliers, il y a 1,4 million d'individus qui ont été tués il y a 3 ans. Dans le même laps de temps, rien qu'en France, on a 1 milliard d'individus qui ont été tués dans les abattoirs terrestres, 16 milliards sur les abattoirs flottants, sur les navires de pêche. Donc si on fait un peu le ratio, on peut dire que les victimes de la chasse de régulation représentent 0,14% des animaux terrestres tués et seulement 0,008% de la totalité des animaux tués. Alors là, mon propos, c'est absolument pas de relativiser la mort, évidemment, des animaux en forêt, parce que 1,4 million d'animaux tués, c'est toujours 1,4 million de trop. Mais je pense que c'est important de mettre ça en rapport parce que finalement, ces animaux-là, les cerfs, les chevreuils, les sangliers, c'est des animaux qui sont aussi consommés pour leur viande. Les chasseurs et leur entourage mangent ces animaux-là. Donc d'une certaine manière, on peut considérer que la viande de chasse, c'est une viande de substitution de la viande d'élevage. Et je pense que quel que soit le regard qu'on a sur la chasse, on est quand même obligé d'accepter que la viande de chasse, c'est sans doute la viande qui est la plus, on va dire, la moins pire, la plus acceptable d'un point de vue moral. Parce que ce sont des animaux qui ont été en liberté totale pendant toute leur vie, qui ont eu des relations sociales, qui ont eu des impératifs biologiques qui ont été respectés. En moyenne, je pense qu'ils ont eu une espérance de vie plus longue
que la plupart des animaux d'élevage. Donc si on les met un petit peu sur une échelle de bien-être, bon, bah, tout en bas de cette échelle de bien-être, on a évidemment les animaux d'élevage intensif. Ensuite, on a les animaux d'élevage extensif, voilà, qui ont accès au plein air, qui peuvent avoir des relations sociales un peu plus riches sans doute, et les animaux en forêt. Bon, cela dit, je pense que ça peut se discuter entre les animaux qui vivent en forêt, les animaux en élevage extensif. Bon, il est possible que les animaux d'élevage extensif soient globalement plus heureux dans le sens où bah, ils ont accès à de la nourriture à satiété, ils sont protégés du froid, etc. Bon, voilà. Là où je veux en venir, c'est que si demain on interdit la chasse, il y aura sans doute un transfert de la consommation de viande issue d'animaux chassés vers la consommation de viande issue d'animaux d'élevage. Donc, sur du court terme, on pourrait avoir une diminution du bien-être global des animaux qui sont consommés pour leur viande. Mais en même temps, bon, voilà, on a aussi conscience que le sujet de la chasse, ça représente aussi un sujet... Si on arrivait à faire interdire la chasse, ce serait aussi une bataille idéologique et symbolique très importante qui serait remportée, quoi, et qui pourrait nous mener plus vite aussi vers la fin du spécisme. Mais il me semble qu'il y a quand même voilà, une sorte de dilemme entre le raisonnement utilitariste à court terme, qui pourrait avoir un bilan plutôt néfaste pour les animaux, et le raisonnement à court terme, si on raisonne vraiment dans l'optique de l'abolition du spécisme. Et justement, dans une société post-spéciste, il faut qu'on réfléchisse à la manière dont on peut résoudre ce problème-là, de la régulation de certaines espèces. Une des solutions qui vient à l'esprit assez rapidement, c'est la réintroduction des grands prédateurs. Parce qu'en effet, si on est obligé de chasser aujourd'hui, c'est parce qu'on a d'abord éliminé les lynx, les coyotes, les loups, tous les prédateurs naturels des animaux. Alors, selon une éthique environnementale, c'est sûrement la meilleure solution. Si on raisonne dans un but, avec une idéologie éco-centrée, bah oui, si on a une solution en effet qui nous permet que l'écosystème tourne bien, que les populations d'animaux soient stables, sans intervenir nous-mêmes en tant qu'humains, c'est sûrement la meilleure solution. Par contre, selon une éthique utilitariste et scientisiste, qui devrait être, je pense, la nôtre, c'est une alternative qui est totalement inacceptable. Parce que finalement, du point de vue des animaux, être chassé par des grands prédateurs, je ne suis pas sûr que ce soit préférable au fait d'être chassé par des animaux humains. Voilà. Bon, attention, je vais montrer des images un peu violentes. Si on réintroduit le loup, par exemple, sur un territoire, la régulation par le loup, c'est ça. Je ne suis pas sûr que la régulation par des chasseurs humains est moins cruelle et douloureuse que la régulation par des chasseurs non humains. Je pense que c'est bien pire. Et ce qu'on oublie aussi souvent, c'est que les prédateurs souffrent aussi. Si on regarde un petit peu, donc ça c'est un graphique qui représente l'évolution de la population dans le temps dans un système proie-prédateur. Donc ça c'est des simulations qu'on peut faire avec les équations de Lotka-Volterra, c'est des équations différentielles qui permettent de simuler comme ça l'évolution des populations proie-prédateurs. Donc en fait, on remarque qu'on n'a pas du tout quelque chose de stable. On pourrait s'attendre à ce que les deux espèces soient toujours en équilibre, qu'il y ait des petites oscillations et tout. Mais en fait, non, on a vraiment des très grandes oscillations. Par exemple, là, on traverse des périodes où on a une très forte croissance démographique des proies, parce qu'il y a très peu de prédateurs, par exemple des chevreuils et des loups. Plus les proies vont augmenter, plus les prédateurs vont avoir de la nourriture, donc vont pouvoir bouffer les proies. Donc, on va assister à une décroissance très très forte du nombre de proies, qui ensuite va se traduire par de la famine chez les prédateurs. Donc, en fait, on a soit le choix entre être une proie et se faire dévorer vivant à intervalles réguliers par des prédateurs, soit par être un prédateur et à mourir de famine régulièrement. Donc, en fait, je pense que la réintroduction des grands prédateurs, c'est sans doute peut-être la pire chose en fait qu'on pourrait envisager dans une société post-spéciste. J'aimerais m'arrêter un instant sur la place de la forêt dans l'imaginaire collectif des humains. Moi, il y a un dessin animé que j'aimais beaucoup quand j'étais petit, moi je suis de la génération 90, ça s'appelait Les animaux du Bodkatsu. Donc c'était une petite bande d'animaux dans une forêt, donc il y avait
un renard, des lapins, une vipère, une taupe. Donc c'était un mélange finalement de proies et de prédateurs, mais qui vivaient en totale harmonie, qui ne se chassaient pas entre eux, qui s'entendaient tous très bien. Et en fait, dans le dessin animé, à un moment, il y a l'être humain qui arrive. Alors, il y avait un chasseur, mais il y avait aussi une entreprise de BTP qui voulait raser la forêt. Et d'un seul coup, on passait d'une situation harmonieuse à une situation qui était totalement catastrophique dès que l'humain arrivait. Alors, c'est pas le seul dessin animé à avoir fait ça. Avec Disney, on a plein d'exemples comme ça, avec Bambi, par exemple. Mais je pense que ça a vachement joué sur notre imaginaire collectif, en fait. On a vraiment l'impression qu'en l'absence de l'homme, les forêts sont des endroits harmonieux, où tout se passe bien, où on peut aller pour se détendre, pour se ressourcer. Mais dès que vous introduisez des humains dans la forêt, tout de suite, ça devient l'hécatombe. Voilà, on peut même dire, si on fait un petit peu l'évolution de la souffrance dans un milieu forestier au cours du temps, il est probable, je n'ai pas forcément de certitude, il faudrait voir plus dans le détail, mais il est probable que la souffrance globale dans une forêt a globalement diminué à partir du moment où les humains sont arrivés, ont tué tous les prédateurs et se sont mis à réguler eux-mêmes. C'est possible. Si demain on décide d'interdire la chasse et de réintroduire des grands prédateurs, ça veut dire qu'on reviendrait au niveau de souffrance précédent. Si on interdit la chasse et qu'on décide de rien faire d'autre, de ne pas réfléchir à des substitutions, potentiellement qu'on aurait une diminution de la souffrance sur du court terme, mais après, il y aura forcément d'autres régulations qui se mettraient en place, ne serait-ce que par la famine, par les maladies, et également par le retour des prédateurs. Parce que si on arrête de chasser, ça veut dire qu'on arrête aussi de chasser les prédateurs. D'ailleurs, il y a encore des régions en France où il y a le lynx qui est encore présent, il y a le loup qui revient dans quelques régions. Donc, si demain, on décide de sortir les chasseurs de la forêt et de dire advienne que pourra, j'ai peur que les conséquences soient pires que la situation actuelle. Donc, je pense qu'il faut éviter de diaboliser les êtres humains, qu'il faut garder à l'esprit que la situation n'est pas forcément pire qu'avant, et que les animaux chassés ne se soucient pas des considérations morales de leurs prédateurs. Et je pense que voilà, ils n'ont pas grand-chose à faire de savoir s'ils vont être tués par un humain, un prédateur, ou par la faim, quoi. Une alternative qui pourrait être crédible, ce serait des méthodes de contraception ou de stérilisation. Premièrement, parce que ça permettrait de réguler des populations sans abattage et sans souffrance. Ça pourrait être des missions d'intérêt général qui pourraient être attribuées aux chasseurs, mais pas que, ou à d'autres citoyens. Moi, à titre personnel, c'est quelque chose qui pourrait très bien m'intéresser de participer à ce genre de campagne, où on peut envisager différents modes d'administration, par injection, par voie orale, dans de la nourriture qui serait déposée. Alors, une objection qu'on pourrait apporter, c'est, oui, mais si on est antispéciste, on devrait considérer que ce qu'on fait subir aux autres animaux, on devrait pouvoir aussi le faire subir chez les humains. Or, la stérilisation forcée ou la contraception forcée, c'est pas acceptable chez les humains, donc ça ne devrait pas l'être chez les animaux. Je pense qu'on peut répondre à cette objection de plusieurs manières. Déjà, ce sont des méthodes qui, à l'heure actuelle, ne sont pas acceptables, parce que peut-être que l'être humain n'a pas encore une pression environnementale sur son écosystème qui n'est pas encore assez forte ou pas assez visible, mais rien ne dit que dans quelques décennies ou quelques siècles, on soit obligé peut-être de mettre en place des politiques de contraception ou de stérilisation à grande échelle pour diminuer la prédation de l'être humain sur la nature. Ça ne me paraît pas forcément impensable. Il y a peut-être aussi une envie de parentalité qui est peut-être supérieure chez les humains que chez les autres animaux. Il y a aussi une pression sociale qui pousse à la parentalité chez les humains qui sont des animaux quand même relativement sociables. Tous les animaux ne sont pas autant sociables que les humains. Il y a évidemment le nombre d'enfants moyens par individu femelle qui est beaucoup plus élevé chez la plupart des animaux non humains que chez les humains. Donc forcément, ça a des conséquences qui doivent rentrer en compte dans la réflexion. Donc je pense que, et puis bon, c'est des choses qu'on fait déjà sur d'autres espèces comme
les chats ou les chiens. Et les antispécistes, en règle générale, n'y voient pas spécialement de problème. Donc je pense que c'est là-dessus qu'on doit travailler. Alors il y a quelques recherches qui ont déjà été faites sur le sujet. Et d'ailleurs qui datent un peu, hein. J'ai trouvé des publis qui datent d'il y a quasiment 20 ans, donc ça fait longtemps quand même que certaines personnes réfléchissent à des alternatives à la chasse. Donc là, c'est l'exemple d'un vaccin contraceptif chez les sangliers, donc c'est le vaccin GnRH, qui interfère avec la gonadotrophin releasing hormone. C'est une hormone c'est un vaccin qui permet de stopper l'ovulation et le cycle estral chez les femelles sangliers, chez les laits, et qui réduit le taux de testostérone et la taille des testicules chez les mâles. Et ils ont réussi à montrer qu'avec une seule injection de 2 mg de ce vaccin contraceptif, on a une efficacité contraceptive de 100% chez les femelles sur une période de 36 semaines. Alors évidemment, c'est de l'expérimentation animale, donc ça n'a pas été fait sur des animaux en liberté, ça a été fait sur des animaux évidemment enfermés qui ont été euthanasiés, hélas, à la fin de l'étude. Mais voilà, à la fin de l'étude, dans le groupe contrôle, qui n'avait pas reçu de vaccin, 100% des femelles étaient enceintes. Et dans le groupe expérimental, 100% des femelles n'étaient pas enceintes. Donc on avait vraiment une très forte efficacité. Ensuite, il y a le Gonacon qui a été développé. Donc, ça combine le vaccin précédent avec un marqueur immunogénique et un adjuvant qui vient renforcer les deux composés précédents. Ça a été testé sur beaucoup d'espèces, sur le cochon, les sangliers, l'écureuil, le chat sauvage, le coyote, le bison, le cerf, le cheval, le chien sauvage. Et ils ont mis en évidence une infertilité qui dure de 1 à 4 ans. Donc, pareil, si vous voulez voir dans le détail, il y a plusieurs études sur le sujet qui sont sorties dans les années 2000. Il y a des simulations théoriques sur le sanglier qui ont montré que si on vaccinait annuellement 30% des individus, on pourrait aboutir à une réduction de population de 70% en 10 ans. Ce qui est quand même assez énorme. De plus, c'est un vaccin qui ne bloque pas totalement la production d'hormones reproductives. Parce qu'évidemment, ces hormones, elles ont aussi une utilité, pas que pour la reproduction, mais aussi pour le bien-être des animaux. Cela dit, il manque encore d'études sur les effets comportementaux. Il y a quelques études qui ont porté sur l'influence de ce vaccin sur le rang social des animaux, sur l'agressivité, le poids des individus, qui avaient l'air plutôt rassurantes. Mais c'était vraiment quelques études isolées. Le problème qu'on a, c'est que ça n'a jamais été utilisé à grande échelle parce que en fait, à cause des contraintes sanitaires, c'est très difficile d'obtenir des autorisations de mise sur le marché. Parce que ces animaux-là sont encore considérés comme de la viande consommable. Donc, ils partent du principe que c'est potentiellement des animaux qui seront chassés et qui seront mangés par les humains. Et vu qu'on ne connaît pas l'impact de ce genre de molécules sur la santé humaine, et ça bloque un petit peu ces autorisations-là. Je crois que je suis dans les temps. Donc pour conclure, je pense qu'il est important de revendiquer en permanence un utilitarisme non spéciste qui repose vraiment sur la notion de sentience. Et d'éviter, même si parfois ça nous arrange d'un point de vue argumentatif, d'éviter de faire appel à des arguments qui se rapprochent plus de l'éthique biocentriste ou écocentriste. Je pense qu'il faut vraiment rester un maximum fixé sur les intérêts des animaux pris en tant qu'individus. Rester honnête intellectuellement, c'est-à-dire accepter que, même si on n'a pas envie d'y croire, que certains animaux peuvent poser des problèmes dans la nature en termes de pression environnementale exercée et que ça peut impliquer, pour le bien soit des individus eux-mêmes à un instant T, soit des générations d'après, une forme de régulation, mais il reste à savoir comment. Éviter le manichéisme entre d'un côté les humains mauvais, diaboliques, qui ne doivent pas intervenir, et d'un côté la nature merveilleuse à laquelle il ne faudrait pas toucher. Prendre conscience de la souffrance omniprésente dans la nature, que ce soit la prédation, la faim, le froid, les maladies. Je vous renvoie d'ailleurs à une conférence qui avait été donnée à PEA l'année dernière par Axel Plius-Boire sur la souffrance des animaux sauvages, qui était très bien à ce sujet.
Sortir évidemment du naturalisme prescriptif, c'est-à-dire de ne pas faire d'appel à la nature, de ne pas considérer que parce que la prédation est naturelle, qu'il faudrait revenir à une situation avec de la prédation. Et alors là, je ne sais pas trop comment, mais encourager à notre niveau la recherche et le développement pour la vaccination et la contraception des non-humains, malgré tout ce que ça implique, parce que forcément, ça reste de l'expérimentation animale. Donc voilà, ça restera des animaux qui souffriront ou qui seront euthanasiés, mais je pense que si on veut prévoir sur le long terme comment gérer ce genre de problématique dans une société post-spéciste, il faudra sans doute en passer par là malgré tout. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et pour votre présence.